Milan, Rome, Florence, mais ici, nous sommes à Palerme. Spécialité de la cuisine dérivée de la cuisine arabe. Cuisine traditionnelle depuis 1834. Nombreux sont les sandwichs variés à déguster. Chez vous, avant que quelqu'un arrive. Oui. Il prépare le sandwich, il enlève la mie de pain. Et ça, c'est, disons, la boutique. L'on pourrait dire que c'est un prédécesseur du McDonald's d'aujourd'hui. Eh bien, c'est notre premier contact avec la ville de Palerme. Nous sommes arrivés début d'après-midi. Nombreux sont les petits bars, restaurants où l'on déguste les spécialités régionales. Quartier illuminé de Palerme, un vrai spectacle. Moi, dans les vieux quartiers, là. Et puis là-bas, je vais vous faire voir la petite cour. Alors là, c'est vraiment du baroque deuxième manière. C'est-à-dire... Pour un premier contact, il faut dire que c'est plutôt surprenant. Oui, c'est le baroque illuminé. L'intérieur de l'église est bien coloré. On se croirait presque à Paris au moment des fêtes de Noël et du jour de l'an. Investi dans la restauration, chose que ne font pas les autres appareils. Voilà pourquoi je vous dis, c'est vraiment... Ah oui, voilà, vraiment, oui. Fin de soirée. Dimanche 28 septembre, nous sommes à San Pellegrino, devant la grotte où se réfugia Sainte Rosalie, née en 1130, décédée en 1160. Elle se retira à 14 ans dans cette grotte pour y prier, armée d'un crucifix. Tous les ans, le 14 et le 15 juillet, sont portés en ville la chasse de Sainte Rosalie. Nombreux, comme vous pouvez l'imaginer, surtout en Sicile, pays vraiment de la chrétienté, sont nombreux les pèlerins, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours les marchands de souvenirs. Eh bien, avec un si beau ciel, nous allons visiter la ville de Palerme. Après avoir dégusté les parfums du matin sur le mont San Pellegrino, nous voici au centre de Palerme, dans le marché. Le marché est vraiment indispensable pour la visite d'une ville. Boucheria, vient du français boucherie. Nous admirerons la qualité des fruits et légumes. Vraiment, les magasins sont chargés de marchandises et bien sympathiques, vous donnant l'envie d'acheter. Croyez-moi bien, il y a la quantité. Ça, c'était la place. L'endroit de prédilection pour déguster un petit café et le marchand de poissons. C'est ici que nous finirons la matinée vers 14 h dans ce si bon restaurant. Maintenant, c'est l'heure de la digestion, mais la paroisse des Grecs Saint-Nicolas nous attend. Bénédiction de Jésus sur le roi. Et toujours ces mosaïques d'influence byzantine. C'est fou, hein. Saint-Nicolas des Grecs. Et ça, c'est quoi comme carrelage? C'est cosmatesque.
Mais il faut le prendre ici surtout. Vous constaterez que l'on visite beaucoup d'églises, mais ici, les églises, ce sont de vrais musées. Avec toujours ces mélanges un peu supplantés par le byzantin. Et à repenser toujours ce que ces artistes ont pu réaliser dans la moindre église. Ce sera toujours pour le plaisir des yeux. Sería el torreón de... Puisque c'est samedi aujourd'hui, pourquoi n'y aurait-il pas un mariage? Auguri. Grazie. Et redirigeons-nous vers Saint-François d'Assise pour la célébration d'un autre mariage. Ici, ça a l'air un peu différent que les mariés doivent accueillir leurs invités. Construite au XIIIe siècle et restaurée après la guerre mondiale de 1943. Et toujours le faste et la beauté des plafonds faits par les anciens artistes. Nous voici devant la fontaine de la Vergogne, appelée par les Italiens. C'était un scandale. Vous rendez-vous compte, toutes ces statues nues. Nous quittons Palerme et nous dirigeons vers Cefalù, très réputé pour sa situation balnéaire au pied d'un rocher, le surplombant. Comme tout partout ici, cet endroit a connu les Grecs, les Byzantins, les Arabes et les Normands. Sans oublier sa cathédrale du XIIe siècle, avec ses deux grandes tours et vue sur la mer. Quelque part, et cela nous fera découvrir une ville enchanteresse. Le Corso Ruggiero, donc intitulé à Roger II. Ruggiero. Ruggiero, c'est Roger II. Ces petites ruelles, ces anciennes églises qui ont gardé un certain caractère. Nous voici à Cefalù. Quelques marches à monter et nous allons être devant le seuil de la cathédrale. Dans des hypothèses. C'est pas notre but ici. Alors moi, je vous conseille ensuite d'aller ici, jeter des... Alors, vous voyez, ici vous avez les tombeaux des archevêques, mais vous n'avez pas de tombeau. Ici vous avez par contre représenté qui est un thème cher comme stylisation au byzantin, donc ils empruntent un peu, ils puisent à pleine main dans le style byzantin. Un des tombeaux. Cet énorme bénitier. Nombreux sont les tombeaux. Cette cathédrale fut construite par Roger II, premier roi de Sicile. Oui, parce que vous attendez. On pose le livre. È che loro sono anziani e vogliono mangiare semplice. Exact. Oui, ça y est, oui, Voilà, je vois. avec un œil Oui, au c'est milieu ça. du front. Voilà, c'est Voilà, ça. on le situe selon certaines légendes ici, mais le cyclope se situe sur les pentes de l'Etna. Et après, on va aller de l'autre côté maintenant. On va rentrer dedans. Le château
fut construit par Frédéric II en 1239. Ensuite, il fut agrandi par Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile. Aujourd'hui désaffectée, ce fut la cathédrale. D'ailleurs, de la cathédrale au milieu du château fort. Admirons ce qui peut rester d'une certaine belle époque. Très en marbre. À l'origine, c'était un acropole grec. Ensuite, ce fut une citadelle arabo-normande. On peut apercevoir dans l'Etna un splendide coup d'œil sur l'Etna. À l'intérieur se trouvait à une certaine époque la ville de Milazzo. Et de cet endroit, on peut admirer dans le lointain les îles éoliennes. Encore un petit effort et nous arrivons à l'intérieur d'une partie du château. En ces endroits, aujourd'hui, l'on donne encore quelques représentations. Les sièges en font la confirmation. Et toujours à bien constater que la Sicile est bien sortie du fond des eaux. Mais il y a combien de millénaires? Et quel coucher du soleil! Lundi, nouvelle journée. Il est là-bas en sortant, on va le voir. Ensuite, à l'époque, ça au XIIIe siècle, XIIe siècle, à l'époque ça, un Souabe, il va être légèrement agrandi. Et ce n'est pas un château où on vient, parce que quand on parle de château, à l'époque médiévale, Frédéric II de Souabe, Roger, tous ces Normands, ils se déplaçaient dans les châteaux, ils y vivaient, ils les occupaient eux-mêmes pour le contrôle du territoire, vous vous souvenez? Inutile de vous dire que ce sont les armoiries. Qu'est-ce que ça devait être à l'époque? La préparation des armements, des casques, des fusils, des haches, des épées. Un carnage pouvait-il y avoir dans les combats? Vous voyez ce contrepoids, il fallait tirer, parce qu'après, ça c'était pour s'approcher, attaquer les murs, toujours des armes blanches. La côte de maille. Et ça c'est... On a toute la part. Ils étaient costauds les mecs. Vous avez dit qu'ils étaient très grands. Les Normands. Et ils protégeaient ainsi ces hommes-là. Ça répond. Peut-être qu'aujourd'hui les armes font un peu plus de bruit, mais doivent être moins sanguinaires que cette époque. Et qu'est-ce que devaient souffrir les blessés en attendant le grand départ vers la mort? Et des... Comment ça s'appelle ça? C'est des instruments à cordes. Instruments à cordes, mais pincés. Et ça, à l'époque, c'était les... Mais c'est toujours des instruments à cordes. Aujourd'hui, une certaine partie du château est occupée pour des réceptions, des conférences, etc. Mais toujours sur un piton rocheux. L'église de San Niccolò Vescovo. Petite église de village, mais très riche en tableaux, en ornements. I dipinti. I dipinti sono quelli San Luigi, l'Arma del Purgatorio, Santa Lucia, Santa Rosalia e San Vito.
Avouez que cette dame connaît bien tous les recoins de l'église, je pense. Mais toujours la beauté, même dans la simplicité. Splendide statue. Qu'est-ce qu'il veut, votre... Ici, on a gardé la tradition des fauteuils pendant le fils. Des barres de ciment sur ces tuiles. Eh bien, nous quittons ces pierres, fatiguées par l'usure, par le temps, pour en découvrir d'autres par la suite. À bientôt.